Je veux faire cette vidéo pour aborder un point que j'ai jamais vraiment abordé avec vous. Je ne suis pas ni un coach sportif prétendument nutritionniste, ni un gourou des régimes. Si vous suivez cette chaîne en espérant tomber sur quelqu'un qui vous interdit certains aliments, qui vous demande de vous priver de votre vie sociale pour perdre du poids, ou encore de culpabiliser au moindre écart, vous allez être déçu. Et à l'inverse, je lis quasiment tous vos commentaires et je lis souvent beaucoup de remerciements, ça fait chaud au cœur, je vous en remercie. Mais je vois que vous me prenez souvent pour une sorte de gendre idéal, un peu quelqu'un où il n'y aurait rien qui dépasse, comme si je ne faisais jamais d'erreur, comme si je ne faisais jamais rien de travers. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de crever l'abcès et j'ai donc décidé de vous dire ce que je suis vraiment, de vous dire qui je suis vraiment. Je vais vous parler de mon expérience de petit gros sur qui on tape à la récréation ou encore de mon côté rat de laboratoire comme j'aime le dire, mais aussi de mon parcours, de mon chemin qui ont défini les valeurs que j'ai et qui ont aussi forcément défini les valeurs du Nutri-Scope. Et on commence tout de suite. Je me permets de faire une toute petite parenthèse car au moment où je tourne cette vidéo, c'est bientôt le Black Friday. Donc si vous voulez que je vous aide à perdre du poids et si vous voulez découvrir les parcours Nutri-Scope, sachez qu'à partir du mercredi 26 novembre et jusqu'au dimanche 30 novembre à minuit, vous avez moins 30% sur tout le site du Nutri-Scope grâce au code BLACK, B-L-A-C-K, en majuscule. Alors premièrement, je suis une ancienne personne en surpoids, je suis un ancien gros. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde mon enfance. Alors, il faut savoir que pendant toute mon enfance, à peu près jusqu'à mon entrée au collège, j'ai pas vraiment souffert de ce surpoids. Je dirais même que, aussi loin que je me souvienne, j'en avais pas spécialement conscience. Je ne me voyais pas moi-même spécialement comme quelqu'un qui avait des problèmes de poids. Je voyais bien qu'il y avait un petit souci, une petite différence, notamment quand mes parents parlaient de moi. Par exemple, moi j'ai 2 frères qui ont 10 ans et 7 ans et demi de plus que moi. Et je me souviens que souvent, quand mon père parlait du plus grand, il disait, voilà, lui c'est l'aîné, il est très grand, il est sportif, il pourrait être sportif professionnel dans tout un tas de sports, le tennis, le basket. Ça, c'est celui du milieu, il est plus fin, il est plus impertinent, mais il est aussi très très bon en sport. Et donc ça, c'est Jérémy. Jérémy, il est costaud. Et je me souviens très bien de ce mot, costaud. C'était le mot que mes parents utilisaient pour parler de mon surpoids, mais qui n'avait pas vraiment le même sens que le mot costaud, c'est-à-dire fort, puissant, musculeux si vous voulez. Non, c'était une façon un petit peu déguisée de dire Jérémy, il est en surpoids. D'ailleurs, quand je faisais du handball, je me souviens souvent que quand mon père me parlait de mes compétences de handball, souvent à la 3e personne, alors que j'étais juste à côté, il disait souvent Jérémy, il est pas très très bon au handball en attaque. Il est très lent, il est très très lourd. Par contre, ça fait vraiment de lui un excellent défenseur. Je me souviens que j'aimais pas du tout quand il disait ça. J'ai notamment en mémoire un match que j'avais fait à l'Affaire, en Picardie, ma chère Picardie natale, où je m'étais dit non mais j'ai envie de lui prouver que c'est faux, j'ai envie de lui prouver que je peux être bon en attaque, et je me souviens avoir marqué 22 des 24 points de mon équipe, mais ça n'avait pas changé grand chose, j'étais toujours trop costaud pour être bon en attaque, j'étais juste un défenseur, j'étais juste une sorte de pilier finalement. Mais j'en souffrais, comme je vous disais, pas plus que ça, c'était pas phénoménal, jusqu'à la veille ou quelques temps avant mon entrée au collège, et un rendez-vous médical. Je vais chez le médecin pour faire une visite médicale. Je me souviens plus exactement pour quelle raison, mais je crois que c'est une visite médicale pour faire du sport. Vous savez, tous les ans, vous devez y aller pour refaire votre licence de sport et je pense qu'encore une fois, c'était une licence de handball. J'ai ce rendez-vous très précisément en tête. Je me rappelle que le docteur me demande de me déshabiller. Je ne suis plus qu'en slip et je me rappelle encore très bien du slip que je portais, un slip bleu ciel. Et il m'ausculte. Ça dure assez longtemps. J'ai un souvenir encore assez précis de ses mains toutes froides qui touchent l'intérieur de mes cuisses pour pouvoir prendre mes mensurations. Il mesure plein de choses, les plis de mon corps, etc. Il me pèse. Je vois d'ailleurs encore son expression sur son visage quand je monte sur la balance. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne pèse jamais mes patients en consultation. Parce que si je dois peser mes patients en consultation, je dois le faire alors qu'ils sont en sous-vêtements et je pense que c'est une expérience qui peut être traumatisante face à un inconnu. Donc tous mes patients se pèsent chez eux, toujours sur la même balance. Mais bon, bref, le médecin fait tous ces petits examens, ça dure plusieurs minutes et il dit à ma mère la conclusion suivante, votre fils est en surpoids. Donc super, bravo, merci docteur. Toutes ces minutes très désagréables pour moi pour finir avec cette conclusion, génial. Mais du coup, tout ça pour vous dire que ça a été vraiment le premier contact avec la réalité. Et c'est à partir de ce jour que je me suis moi-même un peu collé cette étiquette en me disant, Jérémy, tu es en surpoids, t'as des problèmes de poids, tu es un petit gros.
On arrive maintenant à l'adolescence. Et là, à l'adolescence, c'était un petit peu plus compliqué, si j'ose dire. À partir de l'adolescence, j'ai beaucoup plus subi mon surpoids. Et ça a d'ailleurs fait de moi le nutritionniste que je suis aujourd'hui. Sans ces épreuves, je pense pas que j'aurais un jour imaginé faire ce métier. En fait, ma particularité, je vais permettre de le dire comme ça, c'est que je ne suis pas si gros que ça à cet âge-là. J'ai pas des chiffres absolument phénoménaux, j'ai pas une silhouette absolument incroyable, mais j'ai une petite particularité. Une petite particularité génétique ou hormonale. On dit que je suis gynoïde. Gynoïde, gynécologie, ça vient du mot femme. En fait, je prends mes kilos théoriquement comme une femme, bien que je sois un homme. Ça veut dire que quand je prends du poids, tout va se stocker dans mes fesses et dans mes cuisses. Et, à l'inverse des hommes, normalement, très peu dans mon ventre et dans mes épaules. Ce qui fait que, à l'adolescence, ça donne une silhouette assez particulière où le haut de mon corps semble plutôt normal, entre grandes guillemets, même si j'aime pas ce mot. Mais par contre, mes fesses et mes cuisses sont absolument disproportionnées. Et encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Quand je fais du sport, c'est toujours mes cuisses qui sont beaucoup plus puissantes que tout le reste et qui prennent beaucoup plus de place dans mes vêtements que tout le reste. Le problème, c'est que quand je fais du sport, et particulièrement quand je cours, donc quand je fais de l'endurance, et encore plus dehors, notamment s'il fait froid, mes cuisses se frottent. Et comme mes cuisses se frottent, notamment à l'intérieur d'entre elles, elles deviennent particulièrement roses, particulièrement rouges. Et ça me vaut d'être beaucoup moqué, et certains tortionnaires classiques, comme on en a dans tous les collèges, pensent que c'est une justification pour me taper dessus. Bien évidemment, vous vous en doutez, c'est pas quelque chose de facile à vivre pour moi, et je sais pas trop comment changer les choses. Je me rappelle d'ailleurs d'une discussion que j'avais avec mon père, parce que, et je pense que globalement il avait à peu près raison de penser comme ça, quoique c'est discutable, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour mon père, on fait sport en short. Printemps, été, automne, hiver, comme à l'armée, on fait sport en short. Et je me souviens une fois d'une discussion que j'avais avec lui à presque le supplier de me laisser mettre un jogging pour courir en extérieur, faire du 3x500. Et bon, la réponse a été négative, mais je me souviens vraiment être complètement désespéré, ne plus vouloir montrer mes cuisses à qui que ce soit. À l'époque, je veux même m'habiller très large, mettre des baggy, mais mes parents n'apprécient pas ce style-là. J'ai donc des baggy à ma taille, ce qui est finalement absolument ridicule parce qu'ils sont pas larges du tout et ne cachent pas du tout mes cuisses. Je me rappelle même que ma maman me mettait des pantalons en velours, je les détestais parce qu'en fait, comme mes cuisses se touchaient, quand je marchais avec un pantalon en velours, ça faisait une espèce de bruit un petit peu chiant, genre vut, 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 et les pantalons s'usaient énormément au niveau des cuisses. À la maison, c'est pas beaucoup mieux. J'ai 2 frères qui, à mon avis, veulent me mettre un petit peu en face de cette réalité, m'aider à m'en sortir à leur manière. Ils me donnent le doux surnom de Gros Sac, donc plus personne ne m'appelle Jérémy à la maison finalement. Mes 2 frères m'appellent Gros Sac, ma maman m'appelle Titi Macaille, mon papa n'a pas forcément de petits surnoms spécifiques pour moi, mais il travaillait beaucoup, on n'avait pas forcément énormément d'échanges. Enfin bref, c'est pas une période de ma vie très facile et je me souviens me haïr en fait. Je déteste ce surpoids, je peux pas me supporter en fait. Et je me rappelle parfois avoir des idées un peu farfelues bien évidemment, de me demander mais qu'est-ce que ça ferait si je chopais cette graisse et que je tirais dessus le plus fort possible pour me l'arracher. Enfin bref, pas du tout en paix avec mon corps, pas du tout idéal pour se construire en tant que personne. Malgré tout ça, je fais du sport. Merci à mes parents pour le coup. On avait le choix ou presque de choisir notre sport, mais c'était obligatoire qu'on fasse du sport à la maison. Mes 2 frères faisaient du karaté, karaté qu'ils pratiquaient un petit peu sur moi, souvent d'ailleurs. Et moi, je faisais du handball finalement. Mais c'était pas du tout une partie de plaisir, je trouvais pas ma place. Je me rappelle que j'avais des techniques pour qu'on voit pas mes cuisses. Bon, c'est un sport qui se fait en short, donc un peu compliqué. Mais je me rappelle que j'arrivais un peu en retard aux entraînements, je me changeais dans le vestiaire des filles, ou alors très en avance à l'entraînement pour la même raison. Je me souviens que il y avait 2 ou 3 personnes du handball pas forcément très très sympas avec moi, et comme je devenais rose quand je courais, mon surnom au handball c'était Porcinet. C'était pas le surnom que tout le monde me donnait, mais en tout cas je l'ai entendu plusieurs reprises à mon égard, et en plus ça venait un petit peu des personnes les plus stylées, les plus cool on va dire de l'équipe, donc ça me blessait profondément. Effectivement à cette époque un peu compliqué à vivre. D'ailleurs, j'ai récemment contacté l'une des 3 personnes qui n'étaient pas forcément très très sympa avec moi au handball. Je vous mets à l'écran les messages qu'on a pu partager. Et en fait, c'est drôle, entre grandes guillemets, parce que finalement, cette personne n'avait absolument pas confiance de ce qu'il me faisait subir. J'ai beau lui dire dans les messages, mais attends, mais j'étais ta victime, t'étais hyper dur avec moi, j'en souffrais. Je lui dis même qu'encore aujourd'hui, je cauchemarde de cette personne et de ses 2 acolytes.
Même si lui était le moins pire des trois, et que je sais qu'il faisait ça aussi un peu pour humour. Humour à la con, humour déplacé, humour qui faisait mal. Mais voilà. Peut-être même d'ailleurs que finalement j'étais pas fait, pas forgé pour cette ambiance de vestiaire à l'époque, et qu'il y avait une volonté aussi peut-être de me rendre meilleur, j'en sais rien, complètement maladroite. Un peu la méthode Phil Jackson, vous savez, où on pousse à l'excellence par l'humiliation. Mais enfin bref, je trouve ça très très fort quand je vois ce genre d'échange, de voir la souffrance qu'on peut avoir et l'ignorance de notre côté de ce qu'on peut faire subir à quelqu'un. Bref, la vie adolescente était pas très cool. Donc forcément, période pas très simple, jusqu'à peu près mes 16 ans, où Mère Nature a décidé qu'il était temps que je grandisse, donc j'ai pris tous mes kilos, et d'un coup je me suis mis à grandir à une vitesse absolument phénoménale, jusqu'à ce que j'atteigne les 1m90. Je suis passé du plus petit et de plus gros de ma classe, au plus grand de mon équipe de basket, donc c'était assez phénoménal pour moi, et la rentrée au lycée a été beaucoup plus cool pour moi, et j'ai enfin pu profiter de mon adolescence en toute légèreté. Mais ça a donc défini le métier que je voulais faire par la suite, devenir diététicien nutritionniste. Deuxième brique très importante de la personne que je suis donc un diététicien nutritionniste, certes, mais je suis surtout ce qu'on pourrait appeler un bon vivant. Et là, désolé à mes collègues diététiciennes nutritionnistes ou prétendues diététiciennes nutritionnistes que je vois sur Instagram. Je dis prétendues parce qu'une énorme partie d'entre elles n'est même pas diplômée. Mais moi, les délires de « coucou mes petites crevettes, aujourd'hui on va manger une salade verte et du blanc de poulet », c'est pas du tout mon truc. Pour moi, pour perdre du poids, il faut être connecté à la vraie vie. Et la vraie vie, elle est faite de fêtes, elle est faite d'imprévus. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que moi j'ai grandi dans un milieu plutôt rural. Pas non plus dans la Creuse, dans le trou du cul du monde, mais j'ai grandi donc en Picardie, à côté de Soissons. Donc on est quand même plutôt dans la campagne, et il y a une approche de l'alimentation, une approche de ce qu'on va manger pendant les fêtes, qui est quand même assez orientée autour du patrimoine, autour des bonnes assiettes bien riches, etc. Des choses bien réconfortantes. D'ailleurs, même si j'ai pas une grande famille, et même si la relation avec mes frangins est pas forcément toujours simple, et qu'avec mes parents on se comprend pas toujours, parce que c'est l'adolescence, les repas de famille sont quand même très précieux pour moi. Je passe quand même globalement de très très bons repas, et c'est quelque chose qui compte pour moi de pouvoir relâcher un peu la pression et me faire plaisir grâce au contenu de mon assiette. Donc moi je pense que ça, il faut pas y toucher si vous souhaitez perdre du poids. C'est l'une des valeurs que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne. C'est important que vous ayez des moments de partage, des moments de relâchement. Manger, c'est avant tout du plaisir, du partage, de la découverte. C'est pas compter les calories et culpabiliser au moindre écart. Parce que comme je vous le disais il y a quelques secondes, les écarts et les imprévus font partie de la vie. C'est complètement normal, c'est ce que j'appelle le sel de la vie. D'ailleurs, je pense que vouloir équilibrer son alimentation en s'attaquant d'abord au repas du week-end ou au repas de fête, c'est prendre tout le problème à l'envers en fait. Si vous voulez perdre du poids, c'est pour être en meilleure santé, vivre mieux, vivre plus d'une certaine manière. Et pour vivre plus, il ne faut pas s'attaquer à des moments de vie, sinon vous allez vivre moins. Vous voyez, il y a un côté un petit peu paradoxal d'une certaine façon. Moi, ce que je fais plutôt quand j'accompagne quelqu'un, ou dans les programmes Nutriscope, c'est prendre en compte nos aliments préférés, les petits repas du week-end, les vendredis midi au restaurant avec son patron et un client qui sont obligatoires, voilà, et prendre ça comme une base et tricoter un plan alimentaire autour de cette base, plutôt que de prendre les choses à l'envers et de dire à quelqu'un qui veut perdre du poids, bon bah les restos c'est fini, le fromage c'est fini ou le chocolat c'est fini. Ça c'est bien mais ça dure 3 semaines, on arrête, on se déçoit et on recommence 3 semaines après. Ça marche peut-être chez certaines personnes, c'est peut-être les valeurs de certains thérapeutes, mais ce ne sont pas les miennes en tout cas. Et puis en parallèle de ça, c'est prouvé scientifiquement que plus on est heureux et moins on est stressé, plus on perd du poids facilement. Donc essayons de rester heureux et de profiter de ces moments de vie si possible. En plus d'être plutôt un bon vivant, je suis un peu une sorte de cliché de franchouillard, on va dire, d'une certaine manière. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, surtout très récemment, et je veux pas faire affront aux autres personnes. J'ai pas vu toute la gastronomie du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à part l'Italie, dans tous les pays où j'ai mis les pieds, j'ai trouvé la culture gastronomique, le patrimoine culinaire bien en deçà de ce qu'on a en France. D'ailleurs, je suis allé voir Radiohead en concert à Londres ce week-end, qui est mon groupe de musique préféré. Terrible, la bouffe anglaise, beaucoup trop gras, indigeste, bref, on ne s'est pas vraiment éclaté d'un point de vue culinaire. Mais bon, le patrimoine culinaire français est quelque chose de très précieux pour moi. Et d'ailleurs, avec mes amis, une fois par an, on se réunit et on se fait une bonne bouffe. On appelle ça le Tour de France. Chaque personne autour de la table choisit une région française différente et on cuisine des choses typiquement françaises. On fait aussi ça une autre fois dans l'année, on appelle ça le Tour du monde. Et cette fois, chacun choisit un pays.
mais sachez que je suis quand même assez attaché au patrimoine culinaire français. En parallèle de ça, j'ai aussi un très grand respect pour les agriculteurs, toutes les personnes qui travaillent la terre, qui essayent de nous nourrir tout simplement. J'avais eu d'ailleurs des souvenirs assez marquants quand j'étais en études, en master en recherche. J'avais été discuter avec un producteur de lait qui avait à moitié fondu en larmes quand je parlais avec lui parce qu'il me disait que malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à s'aligner sur les tarifs du lait bulgare et qu'il n'arrivait pas à gagner sa croûte malgré le fait qu'il était élevé tous les matins à 4h30, qu'il faisait la traite des vaches, bref, qu'il travaillait comme un forcené sans jamais aucun jour de vacances. Et bref, moi j'ai un profond respect et pour la nature et pour les personnes qui travaillent la terre, qui travaillent la nature et essayent de nous nourrir avec des produits de qualité. Je pense donc qu'une alimentation de qualité doit prendre ça en compte. Comme je le dis parfois, manger c'est aussi un acte politique. Et à mon avis, on doit entretenir ce savoir-faire. Et l'aspect santé et écologie ne doit pas rentrer en opposition avec ça. Souvent, aujourd'hui, on est dans une société un peu clivante, où on nous demande de choisir entre devenir vegan ou est-ce qu'on est du côté des bouchers. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas se tromper de combat. Je pense que tous ces combats peuvent être menés en parallèle sans aucun problème et qu'on peut, par exemple, manger moins souvent de la viande, mais de la viande de qualité. Parce qu'il y a plein de bouchers, à mon avis, j'en connais, qui respectent tout à fait l'animal, qui sont des amoureux de leur métier et qui respectent aussi complètement la planète. Ne faisons pas de raccourcis, pas de fainéantises intellectuelles, je pense. Et puis si vous voulez mon avis, je suis pas sûr que des fausses saucisses industrielles ou de la fausse viande industrielle ou du faux fromage, les fromages comme on appelle ça, ou des choses avec du soja bourré d'OGM soient des meilleures solutions parce qu'elles sont végétales que des choses qui sont naturelles et encore une fois faites dans le respect de la planète et des bêtes. On n'est peut-être pas d'accord vous et moi, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais s'il vous plaît, faisons preuve de parcimonie et essayons d'éviter d'avoir une vision trop binaire des choses, à mon avis, encore une fois. Et encore une fois, pour terminer par rapport à ce chapitre de Bon Vivant, moi je ne suis pas là pour vous interdire ce genre de choses. Je suis pas là pour vous interdire des choucroutes. Je suis pas là pour vous dire les tartiflettes c'est interdit. Même si vous allez au ski avec des amis, les fondus, les tartiflettes, tout ça vous oubliez. Les barbecues entre potes le week-end, vous voyez. Tout ça, à mon avis, ça n'a pas de sens. Si vous vous mentez à vous-même, si vous aimez ce genre de moment, bien évidemment, et que vous voulez perdre du poids, c'est pas en vous mentant, c'est pas en essayant de forcer ce genre de décision que vous allez tenir, en tout cas sur la durée. Et c'est ça qui compte. Vous faire perdre du poids pendant un mois, il n'y a rien de compliqué. Vous mangez moins, vous bougez plus, on retire 2-3 choses, ok. Mais est-ce que vous allez être heureux, est-ce que vous allez être en bonne santé, est-ce que vous allez tenir dans la durée? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser finalement. Moi, comme je le dis souvent avec le Nutri-Scope, le but du Nutri-Scope, c'est qu'on soit dans la vraie vie, et que le but du Nutri-Scope, c'est que cette méthode de perte de poids soit votre dernière méthode de perte de poids d'une certaine façon. Que vous soyez tranquille une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, à ce sujet, souvent on juge de la qualité de mon travail par les kilos qui sont perdus, ce que je peux complètement comprendre, mais moi, les kilos que vous perdez, ça m'importe certes, mais c'est pas du tout mon premier combat. Mon premier combat, c'est que vous soyez libre. Libre de vous habiller comme vous voulez, aussi court, aussi coloré ou aussi transparent que vous le souhaitez. Libre de profiter de la vie et de ne pas culpabiliser si vous buvez une coupe de champagne ou mangez un petit four à un mariage. Libre de vous déplacer sans que vous ayez de douleur au dos ou aux genoux par exemple, notamment quand vous jouez avec vos enfants ou vos petits-enfants. Ou encore libre de pouvoir vous mettre en maillot de bain sur la plage ou à la piscine sans avoir à avoir peur du regard des autres. Et ça, croyez-moi, j'ai donné aussi. Bon alors c'est bien beau. Ancien petit gros, bon vivant, ok. Mais ce que vous attendez de moi, c'est quand même qu'il y ait de la rigueur, il y ait de l'expertise. Et là, ça nous amène au troisième et dernier volet de cette vidéo. Je suis aussi un rat de laboratoire. Depuis mon enfance, je suis un scientifique d'une certaine manière. Je suis absolument fasciné par le corps humain. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de livres à la maison. La lecture n'était pas forcément une activité beaucoup mise en avant. Moi, j'ai une éducation très ouvrière, très prolétaire, comme on pourrait dire. Et je crois que pour mes parents, les bouquins n'étaient pas forcément quelque chose qui était forcément pour nous. Peut-être même quelque chose d'un petit peu élitiste. Mais sur le peu de bouquins qu'on avait, il y a un bouquin devant lequel j'ai passé des centaines d'heures. D'ailleurs, il est là dans le coin. Hop, le voilà. Le voici, le corps humain, cette étonnante machine. J'ai passé des heures, mais interminables devant ce bouquin. D'ailleurs, je me rappelle souvent que
mes parents avaient une espèce de petite table basse sur laquelle il y avait un carrelage, je sais pas, en grès ou quelque chose de pas du tout poli, de pas du tout lisse. Et je me rappelle que je passais des heures à genoux, les coudes sur cette table à feuilleter ce bouquin, et que j'avais les genoux et les coudes complètement abîmés. J'ai vraiment passé, je sais même pas combien d'heures je pourrais vous dire devant. C'était passionnant pour moi, c'était absolument fascinant. Et encore aujourd'hui, je suis complètement dingue quand j'en apprends davantage sur le corps humain. Je trouve que c'est absolument magique, c'est absolument phénoménal, cette machine que nous sommes. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'étais relativement solitaire. Comme je vous l'ai dit, mes frères avaient 10 ans et 7 ans et demi de plus que moi. Donc on passait très 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 peu de temps ensemble. Mais mon père a eu une excellente idée un jour, sur une brocante. Il m'a acheté un microscope. Alors pas un microscope absolument incroyable, un microscope d'occasion, pas complètement fou, mais ça faisait complètement le travail pour l'enfant que j'étais. Et encore une fois, j'ai passé des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures, les yeux plantés dans ce microscope, à analyser tout ce que je pouvais trouver chez moi, des acariens, des pattes de mouche, des ailes de mouche. Je me rappelle même une fois un dimanche matin me dire mais je veux absolument analyser mon sang, je veux voir mon sang dans ce microscope. Et je me revois dans la salle de bain, en train de me regarder dans le miroir et dire mais comment est-ce que je vais faire pour faire sortir du sang de mon corps ? On a plein de petites aiguilles à la maison et je me disais mais je vais m'enfoncer cette aiguille dans le doigt. La solution a été de percer un bouton et d'utiliser le sang qu'il y avait à l'intérieur, bref. Mais ça c'était vraiment quelque chose... J'en garde un bon souvenir d'ailleurs, j'en garde peu de très bons souvenirs d'ailleurs de l'enfance ou de l'adolescence. Mais ça, cette relation à la science, la découverte du corps humain, le microscope, ce bouquin, on avait aussi une encyclopédie sur le PC qui s'appelait Axis ou Encarta ou peut-être même les deux. Je me rappelle que je feuilletais ça mais à longueur de temps pour regarder comment le corps humain était fait. Et j'ai encore cette flamme en moi aujourd'hui, cette passion. Je suis absolument dingue de sciences humaines, de SVT, de biologie, de tout ce qui gravite autour de ça. Et donc, bien évidemment, de nutrition et surtout de l'impact de notre alimentation sur notre corps et notre santé. Cette passion, elle a souvent été brûlante parce que c'était vraiment une flamme au fond de moi que j'avais, mais j'avais envie de la transmettre. Et alors j'en tire pas forcément une gloire particulière parce que je l'ai pas choisi, je l'ai pas gagné, mais j'ai plutôt eu énormément de facilité à l'école. J'ai une mémoire assez particulière qui fait que dès que je lis, entends ou vois quelque chose, je le stocke et je le garde presque pour toujours. Et si je sais quelque chose, je sais où aller le chercher dans mon cerveau. Et j'ai beaucoup essayé de transmettre quand j'étais en cours. Par exemple, quand j'étais à la fac, notamment en licence, on a eu des cours qui étaient assez compliqués de pathologie, de médecine, de biochimie. Et je prenais toujours du temps pour faire des fiches synthétiques explicatives pour mes camarades pour qu'ils comprennent davantage le cours. Et j'avais toujours cette volonté de vulgarisation scientifique. Ça a perduré dans le temps. Je me rappelle aussi d'une expérience, un stage en hôpital, à l'hôpital des enfants à Reims. Je crois qu'il s'appelait l'hôpital américain. Et je devais expliquer au petit Ryan qui avait 4 ans et à sa maman qui parlait pas un seul mot de français qu'il était diabétique et qu'il fallait qu'il mange de telle ou telle manière pour arrêter ça. Et je crois que ce jour-là, j'ai eu une confirmation du virus de vouloir transmettre ce que je sais, de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Et quelques années après, ça a mené au Nutriscope et à la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, je pense et j'ai toujours pensé que quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui époustoufle les autres avec des mots compliqués, mais c'est quelqu'un qui sait se mettre au niveau de son interlocuteur pour lui expliquer des choses difficiles avec des mots simples. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire avec vous, pour vous impliquer dans votre santé, pour faire de vous votre premier médecin et que vous vous rendez compte que manger équilibré, c'est pas si compliqué qu'on veut vous le faire croire. Vous n'avez pas besoin d'être un médecin pour ça. Vous pouvez complètement être autonome vis-à-vis de votre santé et ça s'apprend. Et c'est pour ça que la logique du Nutriscope, elle est avant tout éducative, que vous compreniez les choses que vous faites plutôt que vous suiviez bêtement et aveuglément une méthode minceur. Par rapport à ça, je terminerai juste en vous parlant de mon expérience au Canada. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai eu la chance de faire un semestre d'études au Canada, dans un centre de recherche, le Centre de recherche fédéral de Saint-Hyacinthe, en périphérie de Montréal. Et pendant cette période, je travaillais sur ça, ces jolies petites bébêtes qu'on appelle des bactériophages et qui se nourrissent de certaines bactéries et qui les convertissent en virus. Bref, je rentre pas plus dans le détail, je le ferai certainement dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. En gros, je passais mes journées à étudier des bactéries, leur fonctionnement, à quel point est-ce qu'ils impactent notre santé, mais aussi à quel point ils peuvent modifier des aliments. C'était absolument génial, j'avais l'impression d'être dans un film. On était des centaines de personnes, tous d'une nationalité différente. Je passais mes journées, encore une fois, les yeux dans un microscope avec des pipettes à la main, dans des zones pathogènes 2, pathogènes 3, à manipuler des bactéries ou des virus. Si je faisais tomber une fiole par terre, on était tous malades. Bref, j'ai absolument adoré ça. J'étais là-bas d'ailleurs pour devenir chercheur en nutrition. Mais mon plus grand problème, peut-être l'un de mes plus grands défauts, c'est que je suis hyper impatient.
Et l'impatience et la recherche, ça fonctionne très très mal. En fait, ça va pas du tout ensemble. En un semestre de recherche, en travaillant tous les jours sur la même question, j'ai fait avancer la science de quelques lignes dans un paragraphe, quoi. Donc ça m'a énormément frustré. Et après cette expérience, certes complètement satisfaisante, je me suis dit que je voulais revenir à quelque chose de plus pragmatique, plus concret, et donc me servir de ces connaissances très pointues que j'avais en nutrition et en recherche pour pouvoir du coup faire de l'éducation alimentaire et aider un maximum de personnes à être en paix avec leur corps et leur alimentation. Bon, cette passion pour la science, rassurez-vous, elle est toujours intacte aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, j'apprends le dessin et ce que je veux dessiner, c'est des corps humains. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur une semaine où j'apprends à dessiner les bras et les muscles du bras. On va souvent dans des musées aussi avec ma femme, notamment des musées d'écorchés. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, si vous avez déjà eu la chance de faire ça. Pas en France, bien évidemment, c'est illégal en France. Mais bon, bref, je suis un vrai scientifique, j'aime ça, mais j'aime surtout me mettre à votre niveau et vous apprendre la science avec des choses simples et surtout directement applicables dans votre quotidien. On n'est pas là pour vous transformer en médecin, c'est pas le but. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces 3 parties de ma personne ont constitué le thérapeute que je suis aujourd'hui et ont constitué les valeurs du Nutri-Scope. Mon expérience compliquée avec le surpoids a fait que je mets beaucoup d'empathie et de bienveillance dans mes conseils. Le but, c'est pas que vous vous détestiez. Le but, c'est pas que, comme moi j'ai pu le faire devant le miroir, vous vouliez arracher le gras que vous avez sur votre corps. Je pense qu'il faut vous aimer et que la perte de poids peut vous y aider, bien évidemment, mais qu'il faut le faire petit à petit et dans le respect de la personne que vous êtes, tout en poussant un petit peu le curseur de l'exigence, c'est complètement possible, mais à mon avis, toujours avec bienveillance. Mon côté rat de laboratoire m'a permis d'avoir une expertise très poussée en nutrition. Je suis beaucoup plus diplômé que la plupart de mes confrères et consoeurs, dans l'idée où moi j'ai donc mon BTS diététique, puis une licence en recherche et développement, puis un master en ingénierie de la santé, et donc cette expérience en tant que chercheur, même si j'ai pas de doctorat, j'ai pas validé mon doctorat. Mais du coup, ça me crée une volonté d'être dans une rigueur scientifique absolue. Chaque chose que je vous dis, chaque conseil que je vous donne sort d'une étude scientifique. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois pour moi de pas m'énerver. Et c'est pour ça que je traîne très peu sur Instagram. Quand je vois des pseudo-nutritionnistes qui sont en fait pas diplômés vous raconter des conneries ou des choses qui pourraient mettre en péril votre santé, ou même votre confiance en vous, ou votre confiance en votre capacité à perdre du poids. Certes, vulgarisation, certes, on est gentil, on est authentique, etc., comme vous me voyez là, mais derrière, rigueur scientifique, très important pour moi. Et puis enfin, pour terminer, 3e pilier de ma personne, le côté bon vivant, comme je vous l'ai dit, qui a du coup défini le fait que pour moi, le Nutri-Scope doit être une méthode qui s'ancre dans la vraie vie. Il est hors de question que vous passiez 1 heure de plus à cuisiner tous les soirs, il est hors de question que vous mangez une salade verte et une tranche de blanc de poulet, alors que le reste de votre famille mange un bon gros steak et des pâtes, ça n'a pas de sens selon moi. Et encore une fois, il est hors de question que vous vous priviez de vrais moments de vie sociale finalement, pour pouvoir perdre quelques kilos. Mon but, c'est que vous deveniez libre et autonome et que vous appreniez à gérer toutes ces situations du quotidien, quand vous allez en soirée, quand vous avez la flemme de cuisiner, quand le frigo est vide, quand vous avez besoin de réconfort. Bref, encore une fois, on est dans la vraie vie. Bien sûr, si vous voulez que je vous aide à perdre du poids, à être en paix avec votre corps sans avoir à révolutionner votre quotidien, n'hésitez pas. En plus, en ce moment, on est en pleine période de Black Friday. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, c'est lancé et ça va durer jusqu'à dimanche. Vous avez moins 30% sur tous les programmes Nutri-Scope avec le code BLACK, B-L-A-C-K. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo, mais sinon le site c'est tout simplement lenutriscope.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt. Salut.